Mesdames, Messieurs, merci de me permettre d'ouvrir cette conférence et d'en faire la première allocution en ma qualité d'adjointe à la santé, à la prévention et à la santé environnementale. C'est donc avec un très grand plaisir que nous vous accueillons dans l'hôtel de ville de Lyon, où, comme vous le savez, nous avons installé nos bureaux il y a encore très peu de temps. La période est plus qu'incertaine avec son lot de rebondissements et nous sommes très heureux d'avoir pu maintenir cet événement malgré tout. Alors sans restauration, on s'en excuse, mais c'était plus prudent. La période est particulièrement propice pour parler de santé, alors autant en profiter. Je souhaiterais aussi remercier l'action de mes prédécesseurs et en particulier de Madame Faury-Gauthier pour son implication personnelle et l'implication des services de la ville dans la lutte contre le sida. Ville engagée contre le sida, Lyon et la vallée du Rhône sans sida, signature de la déclaration de Paris, appel à projet annuel sur le sida qui a permis le soutien de projets d'événements, de sensibilisation et de dépistage. Je pense que vous partagerez mon diagnostic, la ville de Lyon n'a pas démérité par le passé. Aujourd'hui, le maire de Lyon, en me confiant un mandat d'adjointe, souhaite replacer les sujets santé à leur juste place. Il faut dire que l'actualité ne lui donne pas tort. En effet, l'écologie politique, c'est inclure la prévention des risques dans toute l'action publique et, au premier titre, dans l'action sanitaire. Prendre soin de son environnement, du climat, de la planète, de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, de l'alimentation, ce n'est pas seulement une lubie d'amoureux de la nature. C'est avant tout pour prendre soin de nous et pour prendre soin du vivant. Pourtant, aujourd'hui, seuls 2% des dépenses courantes de santé concernent les actions de prévention au niveau national. La prévention sera, vous l'aurez compris, le fil rouge de notre action municipale, aussi bien primaire, secondaire et tertiaire. Et nous comptons bien contribuer à inverser la tendance. C'est avec une implication complète que je me dédierai à ce mandat, dans lequel j'espère avoir l'occasion de contribuer activement à l'amélioration du bien-être des Lyonnais et des Lyonnaises, malades ou non. Je parle de bien-être, j'imagine que vous notez, car nous retiendrons la définition de la santé de l'OMS, un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne constitue pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Donc la santé n'est pas une absence de maladie, et l'écosystème de la santé ne se résume pas à l'offre de soins. Nous souhaitons donc contribuer à rendre effectif l'articulation entre la ville et l'hôpital, qui est si difficile à mettre en place, et mettre du coup à leur juste place l'ensemble des acteurs associatifs dans ce lien, au cœur de ce lien, replacer les acteurs associatifs au cœur de ce lien entre ville et hôpital. Je suis donc très heureuse d'accueillir le Corévi et les laboratoires Vive Healthcare pour cette édition 2020 des conférences e-Egali. Les objectifs 2030 sont ambitieux, 95, 95, 95, et ils ont raison de l'être. Les avancées médicamenteuses récentes permettent de faire reculer réellement l'épidémie et nous devons, en solidarité, s'engager dans une démarche internationale. Alors que le virus progresse toujours, la ville de Lyon intensifie son soutien pour le dépistage en direction des personnes les plus précaires, l'information et la prévention auprès des vulnérables et l'accompagnement psychosocial des malades et de leurs familles. Lyon, territoire de santé, ça doit résonner dans toutes ses composantes. Voilà, je vous souhaite une très bonne conférence à tous et à toutes, et une très bonne soirée. Alors bonsoir à tous, merci d'être venus à cette soirée organisée dans le cadre de Lyon et de la vallée du Rhône sans sida, malgré le contexte sanitaire qui est défavorable, mais nous avons quand même pu maintenir cette soirée. La communication sur le consensus scientifique I égale I et sur la prévention combinée est l'un des objectifs opérationnels de Lyon et de la vallée du Rhône sans sida. Depuis le lancement de ce programme, la ville de Lyon et la métropole de Lyon ont signé la Charte de Paris,
lors de la reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le VIH, les hépatites, la tuberculose et le paludisme qui s'est tenu à Lyon. À d'autres collectivités locales et territoriales de s'engager maintenant à nos côtés au sein de notre territoire. Nos territoires du Corrévy comportent les départements de l'Ain, de la Drôme, de l'Ardèche, du Rhône et la métropole de Lyon. Cela fait partie de nos objectifs pour cet hiver. D'un point de vue épidémiologique, nous avons pu mesurer cet été le chemin parcouru. Entre 2016 et 2019, nous avons observé une baisse de 34% du nombre de personnes prises en charge nouvellement diagnostiquées séropositives pour le VIH au sein du territoire du Corrévy. Cette baisse s'explique probablement en partie par le traitement comme prévention, qui va être le sujet de ce soir. En effet, 98,59% de la file active hospitalière est sous traitement antirétroviral et 94,91% a une charge virale indétectable. Nous sommes proches de l'objectif 95-95-95 prévu pour 2030 par l'ONU-SIDA. Cette soirée va vous permettre de mieux comprendre comment le concept I égale I peut changer le quotidien de l'épidémie, mais aussi le quotidien des personnes affectées par le VIH. Je tiens à remercier nos intervenants, et spécialement Steven Derendinger et Bruno Pozzetto, qui sont déplacés pour cette soirée, ainsi que le laboratoire Vive pour leur soutien institutionnel et la ville de Lyon pour la mise à disposition de ces grands salons de l'hôtel de ville qui sont splendides. Je vais passer la parole à Steven Derendinger qui va nous exposer la genèse du Swiss Statement en 2008, d'où est parti le concept U égale U en anglais et I égale I en France. Bonsoir, merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Steven Derendinger, j'ai un nom très suisse-allemand, mais je vous rassure, je viens du côté de la Suisse romande, donc je viens de Lausanne, donc c'est là que j'y vis. Par contre, j'ai pu travailler pendant une bonne quinzaine d'années à Berne, où on y parle le suisse-allemand d'ailleurs, où j'ai pu travailler pour le gouvernement suisse, l'Office fédéral de la santé publique. Et pendant ces 15 années, j'étais en charge de tous les projets de prévention VIH-IST pour les populations dites vulnérables, donc les hommes qui ont du sexe avec des hommes, les personnes en situation de migration, les personnes transgenres et puis les travailleurs et travailleuses du sexe. J'ai eu la chance de travailler sur justement les questions de personnes sous traitement et de charges virales indétectables. C'était dans les années déjà 2006-2007 où on en parlait déjà beaucoup en Suisse, et puis où on essayait de mobiliser une commission fédérale, qui était la commission fédérale pour les questions liées au sida, de prendre leur courage à deux mains et puis d'annoncer publiquement qu'une personne sous traitement, enfin une personne séropositive sous traitement avec une charge virale indétectable ne pouvait pas transmettre le virus du sida. Donc en 2008, on s'est ramassé bien sûr un lever de bouclier assez impressionnant de la communauté internationale. Et puis du coup, on m'a demandé justement de faire le déplacement pour pouvoir un peu témoigner de cette histoire. Et puis après coup, on aura l'occasion de discuter si vous avez des questions un peu plus spécifiques par rapport à l'ambiance qu'on pouvait vivre au sein du gouvernement. Pour débuter, j'aimerais vous montrer une vidéo qui vient du... Ah oui, alors peut-être 2-3 mots, effectivement, vous voyez maintenant des logos. Je dirige une association dont on slip, on fait des vidéos sur YouTube de santé sexuelle, mais qui sont doublées en langue des signes française. Donc c'est un peu quelque chose d'assez innovant. Donc si vous avez aussi une communauté de personnes sourdes, référez-les à cette chaîne YouTube, parce qu'il y a pas mal d'informations qui sont directement signées pour elles. Et puis je travaille dans le cabinet Boulevard Santé à Lausanne, justement, où j'exerce la profession aujourd'hui de sexologue. Voilà. Première slide. Je vous invite à voir une vidéo d'un téléjournal qui a été diffusé en février 2009. Donc, quand on a lancé l'information, c'était en décembre 2008, si je me souviens bien. Et puis, le temps que la presse s'informe et s'intéresse, voilà ce qui a été donné. Donc, il s'agit de Darius, notre fameux Darius Rochebin que vous nous avez vilement volé. Mais
regardez finalement l'attitude du journaliste et puis l'attitude du professeur Hirschel qui essaye justement de rester le plus calmement possible et puis de dire oui, c'est possible, mais quand même on fait attention. Je trouvais extrêmement intéressant de vous remontrer cette vidéo 12 ans plus tard, parce que finalement, elle résume assez bien tous les enjeux qu'on pouvait percevoir à l'époque. C'est-à-dire, est-ce qu'on ose faire confiance aux patients? Et est-ce que, du fait qu'il prendra correctement son traitement pour rester indétectable, est-ce qu'on ne va pas brouiller tous les messages en laissant penser aux gens que finalement, ils peuvent se passer de préservatifs? Et puis, il y avait un enjeu aussi extrêmement important en Suisse, qui était la criminalisation des transmissions VIH. Je pense que c'était aussi le cas en France. Donc, des enjeux de société qui étaient majeurs. Le fait qu'encore à l'époque, et c'était une des raisons pour lesquelles le professeur Hirschel s'était engagé à prendre cette responsabilité d'aller lui-même se déplacer dans un tribunal où l'un de ses patients était sur le point de devoir faire de la prison pour avoir théoriquement exposé et mis en danger la santé d'une de ses partenaires. Et en intervenant, il a pu acquitter cette personne et lui éviter de la prison. Donc il y avait un enjeu au niveau de la loi. Il y avait un enjeu aussi au niveau de la famille, c'est-à-dire qu'à l'époque, toutes les personnes les couples sérodifférents qui voulaient fonder une famille devaient passer par la PMA pour pouvoir nettoyer le sperme et s'assurer qu'il n'y avait plus de traces de virus dans le sperme. Au niveau de la santé mentale, je pense qu'il n'y a pas trop à discuter au niveau de la charge mentale que ça pouvait représenter pour les personnes d'être infectées par le VIH et avec toute la stigmatisation et la discrimination qui tournait autour de cette thématique. Puis naturellement, il y avait un enjeu majeur qui est finalement la qualité de vie des personnes concernées. Donc, comment on a pu finalement se dépatouiller et puis arriver à la conclusion qu'on avait suffisamment de moyens pour pouvoir faire cette annonce? Alors on a fait le pari assez fou que finalement les données empiriques que les cliniciens pouvaient collecter dans leur pratique étaient tout aussi pertinentes que des recherches et des évaluations. On avait en Suisse un certain nombre d'infectiologues qui, au fil des visites de leurs patients, se rendaient compte que ils annonçaient on est en couple, on a abandonné le préservatif, et à force, le partenaire n'était toujours, ou la partenaire n'était pas infectée. Donc, au fil du temps, un certain nombre de données ont été collectées pour savoir finalement, pour constater que les partenaires négatifs ne s'infectaient pas. Donc, je vais toujours être un peu provoque, parce que pour moi, c'est toujours important de mettre un peu en perspective, finalement, les connaissances scientifiques, et puis aussi peut-être les postures, on va dire, morales, les postures idéologiques, les postures de valeurs de société qu'on peut facilement aussi endosser lorsqu'on est face à ces questions de santé. Là, j'ai retrouvé le texte qu'on avait écrit à l'époque pour pouvoir se donner suffisamment de garanties qu'on n'allait pas nous attaquer pour avoir communiqué de fausses informations. Et je pense que 12 ans plus tard, ça fait assez rire. Finalement, la seule règle finalement, qui est encore valable aujourd'hui, c'est probablement la première. Donc, les personnes séropositives appliquent le traitement antiviral à la lettre et soient suivies par un médecin traitant. Bon, okay. La charge virale se situe en dessous du seuil de détection depuis au moins 6 mois. Autrement dit, la virémie doit être supprimée depuis au moins 6 mois. Aujourd'hui, heureusement, on est au clair. À partir du moment où une personne est indétectable, elle est indétectable. Et puis, là, le plus drôle, ce qui me faisait rire, c'est qu'on mettait aussi en parenthèse que cette possibilité, finalement, de ne plus mettre de préservatif lorsqu'on avait une charge virale indétectable ne s'adressait qu'aux couples. Puis c'était un peu comme si le virus, finalement, était capable de choisir en disant « Ah, tu es en couple, je te laisse tranquille. Non, tu n'es pas en couple, je vais t'attaquer. » Donc il y avait quand même pas mal de choses qui étaient assez délirantes. Et on était un peu obligé de tenir ce discours parce qu'on avait quand même, excusez-moi le langage, mais on avait quand même le cul entre deux chaises et puis il fallait s'assurer qu'on puisse aussi se couvrir. Et puis les personnes séropositives ne soient pas atteintes d'une autre infection sexuellement transmissible. Aujourd'hui, on sait que la présence d'IST n'a absolument aucune incidence quant à l'efficacité du traitement. Donc, le pari un peu fou, c'était de se dire comment démontrer et mesurer scientifiquement les risques d'une transmission sous traitement et indétectable, alors qu'aucune transmission n'est constatée sous ces conditions. Et on a fait un peu le raisonnement à l'absurde, c'est de se dire que l'absence de preuve devient une preuve. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début des crises, des années de crise de sida, assez rapidement,
dans les années 85, on a pu dire de manière assez claire que le baiser profond n'était pas un mode de transmission. Pourtant, du moins on n'a pas une masse d'études, comme ça a été le cas ces 10 dernières années, pour prouver de manière scientifique que le VIH ne se transmet pas par la salive. Et c'était simplement l'absence de preuve devient une preuve. Au fil des récits des personnes qui venaient, l'anamnèse, comment ça s'est passé, il y avait soit un rapport sexuel, il y avait soit une injection, il y avait quelque chose qui faisait que. Mais à aucun moment, une personne s'est dit « j'ai juste embrassé une personne, j'ai été infecté », ça n'a pas été le cas. Et on en a conclu, par déduction, que le VIH ne se transmettait pas par la salive. Et on est parti exactement sur la même logique, et on s'est dit, voilà, à partir du moment où, dans la pratique des cliniciens, on n'a aucun cas de transmission alors que la personne est indétectable, donc le virus ne se transmet pas lorsque la personne est indétectable. Et je pense qu'il faut avoir du courage à ce moment-là, parce qu'il y avait quand même des médecins qui mettaient leur réputation en jeu, il y avait quand même pas mal d'enjeux, on va dire, professionnels, politiques, économiques aussi. On a foutu un sacré coup de pied dans la fourmilière par rapport à certains enjeux, notamment on parle de la PMA, où il y avait tout un business qui était mis en place pour nettoyer ce sperme. Du jour au lendemain, ce business est passé à la trappe. Donc, quand même, un sacré coup de chapeau pour ces personnes qui ont eu le courage à cette époque de prendre sur eux la responsabilité d'annoncer quelque chose d'aussi fondamental. Et alors là, justement, je crois que pour une fois, la Suisse n'est plus à la traîne, sur le coup. Il a fallu attendre 10 ans avant que l'OMS et le CDC admettent cette réalité. 10 ans où des études ont été menées avec des cohortes absolument impressionnantes pour arriver à la constatation qu'effectivement, lorsqu'une personne infectée sous traitement avec une charge virale indétectable ne peut pas transmettre le virus. Donc 10 ans. Et puis je vous ai mis le Dr Fauci parce qu'à l'époque, il était aussi au CDC, il était aussi part de ces discussions. C'est toujours un peu de le voir maintenant tous les jours à la télé, ça fait quelque chose d'assez drôle de se dire que voilà, lui à l'époque il était farouchement contre l'idée qu'on puisse annoncer quelque chose comme ça au monde. Et on peut se poser la question finalement, j'ai pas la réponse, mais finalement pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps au CDC et à l'OMS pour finalement confirmer et valider quelque chose qu'on sait depuis si longtemps. Alors, cette déclaration, elle a eu quand même pas mal d'enjeux et d'impact assez important pour toutes les personnes concernées, que ce soit le fait de ne plus avoir peur d'être un danger pour autrui, de gagner en qualité de vie, et puis finalement de pouvoir être soulagé du fait que finalement, on ne va pas pouvoir nous reprocher ou se reprocher d'avoir été finalement un vecteur ou une personne responsable d'une nouvelle infection. Et là aussi, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les autorités, au sens large, ont retenu cette information ou empêché d'offrir finalement cette progression en termes de qualité de vie à toutes les personnes concernées. Est-ce qu'il y a finalement des jugements moraux, le désir de punition, on a fait n'importe quoi, donc du coup on s'est infecté, ben voilà, maintenant on est puni. Est-ce qu'il y a des intérêts financiers, toute l'industrie? Alors, quelque part, rappelez-vous aussi, quand on a commencé à parler de la PrEP, c'était intéressant de voir qu'il y avait ce concept qui voulait que finalement, bah oui, une personne séropositive en couple avec une personne négative, pas de souci. On mettait la personne sous traitement infecté et on mettait la personne non infectée sous PrEP. Finalement, il y avait pas mal de bénéfices aussi à imaginer un concept dans ce sens-là. Des questions de valeur, des questions d'idéologie, et puis surtout, et je pense que ça c'est surtout, la confiance du patient. Et ça a été une discussion qui était cruciale. Peut-on faire confiance aux patients? Elle est revenue, cette même question, lorsqu'il s'agissait de discuter de la PrEP. Est-ce qu'on peut faire confiance aux patients? Et je crois qu'aujourd'hui, avec du recul, on est en mesure de répondre de manière très claire, oui. Et là, je pense que c'est une des leçons qu'on peut retenir de cette expérience, c'est que finalement, lorsqu'on est face à des possibilités, des nouvelles possibilités de prévention médicalisée, de permettre finalement d'avoir des nouveaux outils pour lutter contre une épidémie, avoir confiance en patients, ça peut être finalement quelque chose de fondamental. Alors, cette déclaration, elle a eu des bénéfices secondaires, du moins pour la Suisse. On a pu mettre en place des nouvelles stratégies de prévention, donc le dépistage et le diagnostic précoce, avec finalement une mise sous traitement le plus rapidement possible.
C'est clair qu'à l'époque, on parlait des 350 CD4 avant de mettre une personne sous traitement. Les patients, une fois qu'ils ont su qu'une fois indétectable, ils ne pouvaient pas transmettre le virus, ont fait beaucoup de pression sur le médecin pour être le plus rapidement mis sous traitement et puis être le plus rapidement indétectable. Donc, avec le temps, on en est arrivé que finalement, et ça, je crois que ça fait partie des nouveaux protocoles, je ne suis pas sûr maintenant, vu que ça change beaucoup, mais maintenant, il me semble qu'à partir du moment où un diagnostic est posé, idéalement, 7 jours plus tard, la personne devrait être mise sous traitement. On est toujours là, OK. Et puis en Suisse, petite victoire, on a pu modifier notre code pénal par rapport aux transmissions des maladies de l'homme à l'homme. Et puis, s'agissant de l'article 231 qui concerne aussi le VIH, seules les transmissions qui ont un caractère, qui sont transmises par bassesse de caractère sont punies d'une peine de liberté, de privation de liberté ou d'une amende. Donc là aussi, un énorme soulagement pour les personnes concernées de simplement oser aller se faire dépister, éventuellement recevoir un diagnostic positif et de ne pas avoir peur qu'une personne puisse les attaquer pour les avoir mis en danger une fois qu'elles ont été traitées et bien évidemment une fois qu'elles étaient indétectables. Mais le fait de savoir qu'une fois qu'on est diagnostiqué, qu'on puisse être traité et devenir indétectable, ça a été un énorme soulagement dans ce sens-là aussi. Vous avez des questions? Je parle vite, hein, pour un Suisse. OK. Donc toutes ces questions finalement m'amènent aussi à penser par rapport à tout ce qui s'est passé en 2012, hein, par rapport à la PrEP. Je pense qu'on a eu exactement les mêmes questionnements. Et puis, voilà, je pense qu'on peut, pour moi, c'est vraiment un des mots-clés qui mérite d'être retenu de toute cette histoire. C'est finalement la confiance qu'on peut avoir en son patient et à sa volonté d'adhérer au traitement et puis de jouer le jeu jusqu'au bout pour atteindre un objectif commun. Voilà. Je vous remercie. Vous pouvez me joindre à ces 2 adresses e-mail si vous le souhaitez. Et puis, je vous invite à visiter mes 2 sites internet, dantonslip.info et puis stevenessexologue.ch. Voilà. Je vous remercie. Questions pour la fin. Il va y avoir une séance de questions-réponses qui va être animée par Pierre Carello. Je vais passer maintenant la parole à Bruno Pozzetto, qui est professeur de virologie à l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne et qui travaille au CHU de Saint-Étienne et qui va nous parler d'indétectable, intransmissible, une vérité scientifique. Moi, personnellement, je suis surtout impliqué dans des programmes de prévention de transmission de l'infection HIV de l'homme vers la femme dans les pays du Sud, et notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne, avec donc l'équipe de Salim et Karesha Abdul Karim, qui travaillent donc à Durban, en Afrique du Sud, sur un certain nombre de stratégies pour empêcher la contamination de très jeunes femmes par des transmissions sexuelles. Alors, néanmoins, je me suis bien immergé dans ce sujet, et donc je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée. Quels sont les arguments scientifiques qui plaident en faveur de ce concept U égale U? Alors, bon, je me suis un peu laissé aller sur quelques rappels virologiques concernant l'infection HIV, ne serait-ce que parce que je trouve que ça a un certain nombre de résonances dans la période actuelle avec la crise sanitaire que nous vivons avec un autre virus. Bon, je vous dirais quand même quelques mots sur HIV et sperme, parce que c'est vrai que notre collègue suisse a présenté un point de vue qui est tout à fait intéressant et sûrement très, très, très réel. Néanmoins, il y a eu quand même un certain nombre de travaux qui, pendant un certain temps, ont pu un petit peu laisser quelques doutes et qui ont fait que les évidences
Il a fallu, je crois, 20 ans pour arriver à la notion que le papillomavirus était l'agent principal du cancer du col de l'utérus et de pas mal d'autres cancers génitaux, voire de cancers oraux, de la bouche, de respiratoire. Donc, si vous voulez, les changements, je ne reviendrai même pas sur l'histoire du lavage des mains avec Semmelweis, mais on sait que les changements sont très lents à se faire et que je crois quand même que le VIH est presque a donné un modèle pour accélérer tout un tas d'éléments, ne serait-ce que, excusez-moi, la mise sur le marché d'un certain nombre de médicaments qui parfois mettaient beaucoup plus de temps avant que les patients s'investissent, les associations s'investissent pour faire un peu bouger les autorités. Alors, autre élément marquant, c'est le fait que HIV donc, est à l'origine de cette infection chronique dans 100% des cas, et le concept donc, de charge virale qui va émerger dans les milieux des années 70. Et ça m'a amusé de mettre à côté de la photo de David O, la photo d'un grand professeur lyonnais, un collègue que j'ai beaucoup apprécié, qui est toujours ici, mais qui est à la retraite, qui est le professeur Christian Trépeau, qui était ni infectiologue, ni virologue. C'est un hépatologue. Et il fait partie des gens qui, très très tôt, ont compris l'importance de la virologie dans ces maladies et qui s'est rendu compte de a défendu ce concept à l'époque, je vous dis, où ce n'était pas forcément gagné, que plus un virus se répliquait, plus il était contagieux. Et on a exactement les mêmes modèles aujourd'hui avec le SARS-CoV-2, avec les super spreaders. Bon, on a eu les super spreaders également à l'époque pour le VIH. Et donc, ce que vous voyez sur ces courbes, c'est que ce soit dans la transmission hétérosexuelle ou dans la transmission homosexuelle, eh bien, il y a une proportionnalité entre l'importance de la charge virale sanguine et l'importance de la transmission du virus. Bien. Alors, ensuite, eh bien, un autre élément qui est apparu rapidement, trop lentement par rapport à tous ceux qui sont décédés entre-temps, c'est le fait que l'infection HIV est curable. Et donc, de 87 découvertes de la ZT, enfin mise sur le marché de la ZT, dans des conditions tout à fait précipitées par rapport à tout ce qui se fait d'habitude, jusqu'à la période actuelle, on est toujours en train de développer des nouveaux médicaments, même si ça s'est un peu calmé, eh bien, on a pu mettre à disposition des infectiologues et des patients ces traitements qui sont devenus de plus en plus faciles à prendre avec des médicaments qui sont maintenant limités à une gélule par jour pour pouvoir contrôler l'infection. Bon, en parallèle, c'est développé le concept de résistance virale, le concept de séquençage génomique pour mesurer la résistance. Un petit clin d'œil là aussi à une étude qui a été conduite à Toulon et relayée par nos amis lyonnais pour mettre en évidence que finalement le séquençage génotypique marchait mieux que les techniques préconisées par l'NRS. Et puis, bon, ce concept de multithérapie qui est un peu hérité de la tuberculose, où c'est un virus qui est tellement changeant qu'il faut l'attaquer de plusieurs manières et qu'il faut associer plusieurs molécules. Et beaucoup plus récemment, et comme vient de nous le raconter l'orateur précédent, eh bien, a émergé cette notion plus récente du concept « treatment as prevention ». Et donc l'idée, c'est de se dire, lorsque tous les patients HIV du monde seront sous traitement, eh bien, la transmission sera abolie, et donc on peut espérer voir cesser cette pandémie tout à fait désastreuse. Donc la première démonstration de cela, en fait, ce sont les femmes enceintes qui l'ont montré, puisqu'on s'est aperçu que même dans des conditions difficiles de l'Afrique subsaharienne, eh bien, le fait de prendre quelques pilules
dans le dernier trimestre de la grossesse suffisait pour empêcher le nouveau-né d'être contaminé. Donc ça a été un très grand progrès déjà pour tous ces enfants qui n'ont pas été contaminés, même si beaucoup sont devenus orphelins. Et puis, deuxièmement, ça a permis aussi de montrer que finalement, quand on abattait la charge virale, eh bien, on interrompait le traitement. Et ça, effectivement, ça date des années 90. Bon, ensuite, donc, il y a eu un certain nombre de développements d'idées comme les microbicides qui pouvaient être utilisés chez les femmes. Et en parallèle, donc, il a été fait évoquer l'utilisation des PrEP orales à base d'antirétroviraux qui peuvent également être utilisés en complément. Donc ici, vous avez un certain nombre d'études tout à fait intéressantes qui montrent qu'il ne suffit pas d'avoir un traitement efficace. Il faut aussi, et ça je rejoins ce qui a été dit précédemment, avoir l'adhésion des patients. Et pour cela, il faut que les traitements soient simples, il faut que les traitements soient faciles à prendre, il faut qu'il y ait la possibilité de les prendre, et parfois ce n'est pas si simple que cela dans certaines cultures ou dans certains milieux. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, ces différentes études montrent qu'il y a une corrélation, bien sûr, entre l'observance des sujets et l'utilisation et l'efficacité de ces traitements préventifs. Et donc, les études les plus emblématiques, c'est les études Hypergay ou Proud qui ont montré que dans la communauté gay, l'utilisation de ces PrEP pouvait avoir des efficacités qui étaient au-delà de 80%. Alors, vous voyez, par exemple, il y a une étude qui a été faite récemment avec un anneau vaginal qui s'appelle Aspire. Et en fait, les résultats sont un peu mitigés. On va dire que l'utilisation régulière de l'anneau qui délivre un antirétroviral est capable de prévenir dans à peu près 50% des cas. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on fait une analyse en sous-groupe, on s'aperçoit que c'est les femmes les plus âgées, alors là, dans le cas, c'était les plus de 21 ans, qui avaient les meilleurs résultats, probablement parce qu'elles comprenaient davantage les enjeux de cette observance, la façon d'utiliser qui avait probablement aussi une sexualité peut-être un peu plus équilibrée. Et donc, dans ces conditions, eh bien, on arrive à une efficacité qui atteint pratiquement 60% avec cette approche. Donc, on a évoqué tout à l'heure 95, moi je suis resté à l'objectif 2020, qui était de faire 90, 90, 90. Donc 90% de l'ensemble de la planète, et ça c'est un objectif de l'ONU-SIDA qui est pas seulement pour les pays développés, mais pour l'ensemble de la planète, y compris l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est, etc., pour obtenir 90% de sujets dépistés. Dans ces 90% qui soient véritablement traités efficacement, et dans ces traités, que 90% aient une charge virale indétectable avec les tests actuels qui ont des niveaux de sensibilité extrêmement faibles. Et puis, il y a un quatrième 90% qui se rajoute, qui soit que ces traitements soient prescrits dans des conditions d'hygiène de vie, dans des conditions de qualité de vie, qui devraient également être des éléments recueillis systématiquement dans toutes ces études. Voilà, alors, quelques mots sur la notion de HIV et sperme. Donc, on sait que, depuis longtemps, il existe des risques qui sont tout à fait différents selon le type de rapport sexuel et que, donc, les risques sont tout à fait différents selon qu'il s'agit donc de rapports anaux ou vaginaux, réceptifs ou insertifs. Alors, j'ai résumé ici un papier qu'on avait écrit sur les principales approches combinées donc pour la transmission sexuelle. Donc, vous avez en haut à gauche des notions très générales de traitement, qui ont été pendant longtemps les seuls éléments qu'on pouvait un petit peu mettre en avant pour faire de la prévention.
Vous avez donc des traitements pré-exposition, donc microbicide, PrEP, vaccin et sérothérapie, des traitements post-exposition, et puis ce dont il est question ce soir, c'est-à-dire le dépistage et le traitement de tous les patients infectés par HIV, donc le fameux concept de TASP, Treatment as Prevention, et donc c'est le fameux U equals U ou I égale I. Alors, on s'aperçoit que quand on met quelqu'un sous traitement antirétroviral, eh bien, ce traitement a une efficacité sur la charge virale dans le sperme. Et vous voyez qu'ici, en fonction du temps, eh bien, si au début, au cours des 6 premiers mois, c'est pour ça un petit peu qu'on recommandait ces observations au début, de respecter un certain temps, le temps que le traitement diffuse dans tous les réservoirs, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, pour abattre durablement la charge virale dans le sperme, il faut attendre quand même quelques semaines ou quelques mois. Et donc, petit à petit, eh bien, on voit finalement cette charge virale s'abattre. Alors, malgré tout, et ça a été longtemps des arguments qui ont été opposés au Swiss Assessment, c'était le fait qu'un certain nombre de virologues, dont je fais partie, faisaient des PCR dans les prélèvements génitaux et mettaient en évidence, dans une fréquence qui voyait est de l'ordre de 8%, la détection donc de traces de virus dans le sperme malgré le traitement. Alors souvent, c'est des excrétions intermittentes que l'on voit donc avec des charges virales faibles. Alors on pourrait un peu comparer ça à ce qu'on voit aujourd'hui avec les gens qui ont eu le SARS-CoV-2 et qui, 3 semaines, 1 mois, 2 mois parfois après, se retrouvent encore avec des traces de virus dans le nez et qui ont une PCR qui n'arrive pas à se négativer. Bon, il faut bien être conscient que la PCR, c'est une technique qui détecte du génome viral. Mais ça n'est pas forcément une technique qui détecte, ça n'implique pas forcément que ce virus il est réplicatif, il a une capacité d'infectiosité. Et ça, c'est très important à considérer, parce que quand on va faire une PCR, on va à la pêche à la ligne chercher quelques brins d'ARN ou d'ADN du virus, et donc ces brins, c'est des petits bouts de virus qui sont loin d'être la totalité du virus. Donc, PCR positive n'égale pas transmission. Donc vous avez ici un petit peu sur plusieurs années ces détections intermittentes. Donc les facteurs qui étaient associés à ces détections d'ARN virales ont été étudiés par différentes publications. Et donc le fait de l'existence d'affections sexuellement transmissibles, le fait d'avoir du virus avec une charge virale élevée en pré-thérapeutique peut aussi jouer. Le fait d'avoir non pas de l'ARN mais de l'ADN dans les cellules blanches qui sont présentes dans le sperme est également un élément. Et puis c'était associé également à la prise de cannabis. En revanche, il n'y a aucune association avec le type de traitement ou les concentrations en antirétroviraux dans le sperme, et aucune association entre excrétion intermittente et transmission du virus. Alors ça, c'est facile à dire, j'allais dire maintenant qu'on a les études que je vais vous montrer après, mais c'est vrai qu'avec ces données, ça laissait quand même planer un petit doute qui peut expliquer les questions que posait le journaliste. Est-ce que vous êtes sûr que c'est efficace à 100%? Bon, pendant longtemps, il y a eu quand même un certain nombre de discussions. Alors nous, à Saint-Étienne, avec d'ailleurs la collaboration avec les collègues de la Croix-Rousse, on a fait une petite étude sur des patients infectés par HIV et pour regarder un peu ce qui se passait au niveau du sperme. Donc on a eu 37 malades, 27 traités par un traitement antiviral, 10 qui n'étaient pas traités. Bon, vous avez le détail des contaminations. Et vous voyez que, de façon intéressante, chez les patients traités, il n'y en a aucun qui a de l'ARN HIV dans le plasma séminal.
Par contre, il y en a quelques-uns dans les patients non traités, il y en a même un tiers, même si c'est des petits nombres, hein, c'est des techniques, des études un peu compliquées à faire. L'ADN, par contre, si on va chercher l'ADN qui est intégré dans les cellules blanches qui sont présentes au sein du sperme, hein, le sperme contient des spermatozoïdes, mais il contient aussi des sortes de lymphocytes, hein, qui sont des cellules, eh bien, on s'aperçoit que ces cellules contiennent toujours le virus. Mais ça n'a pas pour autant de notion que ce virus peut transmettre l'infection. Voilà, et puis ce qui est intéressant aussi, et vous voyez que là aussi c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de temps, eh bien à J0, là, on a 3 malades qui sont suivis sur plusieurs mois, et vous voyez qu'à J0 les charges virales sont faibles, mais on en trouve un petit peu, et au fur et à mesure que le temps passe, on voit ces charges virales devenir plus ou moins indétectables. Bon, alors j'en arrive, j'allais dire, au plat de résistance, c'est-à-dire aux études de cohorte. Alors, je vais vous présenter 4 études internationales de grande envergure. Un premier essai qui s'appelle HTPN 052, qui a porté sur 1763 couples discordants. Ensuite, il y a les 2 études partenaires, une qui a été conduite sur 1166 couples discordants homo et hétérosexuels, et puis l'étude s'est poursuivie, elle s'est arrêtée chez les hétérosexuels, et elle s'est poursuivie encore quelques années pour augmenter la cohorte des couples gays. Et puis il y a une dernière étude qui est plus limitée en nombre, mais qui est intéressante aussi, qui s'appelle Opposites Attack Study, qui a également intégré 343 couples gays discordants. Alors, dans toutes ces études, on va les voir rapidement, l'évaluation du nombre de... C'est ce qui compte, et vous voyez, c'est quand même des études très, très graves, parce que ce qui compte, c'est combien de sujets dans ces couples sérodiscordants se sont contaminés au long du suivi. Alors, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut enrôler ces malades, ces sujets sains, les suivre sur le long terme. Bon, évidemment, avec tout ce qu'il y a de risques, de perdu de vue, de couples qui se disloquent, etc. Donc, c'est pas simple. Et qu'en plus, eh bien, on va faire l'étude de la séroconversion qui sera corrélée à la charge virale du partenaire HIV+. Et puis ensuite, à partir du moment où on a trouvé des sujets qui ont séroconverti, la deuxième étape consiste à faire une analyse qu'on appelle phylogénétique, c'est-à-dire qu'on va comparer les souches des 2 patients dans le couple pour voir si le sujet séronégatif qui est devenu séropositif, il s'est contaminé avec le virus de son partenaire ou si les 2 virus n'étaient pas liés phylogénétiquement. Et ça, maintenant, on sait parfaitement bien faire dans les laboratoires de virologie. Alors, la première étude, l'essai HTPN 052, c'est une étude randomisée, donc c'est des études très puissantes, hein, en termes de méthodologie. On tire au sort, et donc il y avait 1763 couples hétéros et homosexuels discordants qui ont été sélectionnés dans des pays qui, vous voyez, sont des pays à haute prévalence de l'infection HIV, donc l'Afrique subsaharienne, la Thaïlande, l'Inde, le Brésil, les USA. Les USA dans des zones, dans des régions où la prévalence HIV est assez élevée. Et donc, on a fait un tirage au sort pour savoir, donc c'était un peu osé, hein, sur le plan éthique, c'était quelque chose qui peut se discuter, de savoir si les gens acceptaient de faire un bras avec un traitement immédiat, et puis ceux qui avaient un traitement différé. Et donc, évidemment, on ne savait pas, puis c'était en double aveugle, ceux qui étaient traités avec des vrais traitements, puis ceux qui avaient des faux traitements, bien sûr, c'était pour une période très limitée, pendant laquelle on regardait l'évolution, et puis ensuite, ils pouvaient avoir leur traitement. Et donc, on mesurait la charge virale du partenaire infecté, et le critère de jugement, comme je vous l'ai dit, c'était le nombre de cas de transmission génétiquement liés. Alors, cette étude, elle a été publiée en 2 fois. Il y a eu un premier temps qui a donné un papier en
2011. Les deux papiers ont été publiés dans le prestigieux journal New England Journal of Medicine. Et donc, au cours de la première étude, eh bien, de la première partie de l'étude, il y a eu 39 séroconversions. Et vous voyez que ces 39 séroconversions, il y en a 28 qui sont liées phylogénétiquement et qui sont pratiquement toutes apparues dans le groupe traitement tardif, sauf un cas dans le traitement précoce. Donc le traitement précoce montre une efficacité de l'ordre de 96%. Donc, inutile de vous dire que ce type d'études ne serait plus possible aujourd'hui, mais c'est des études qui ont démarré dans les années 2005-2007 pour avoir été publiées en 2011. Et puis donc, il y a un certain nombre de sujets qui ont continué à être suivis jusqu'en 2016. Et vous voyez que finalement, dans l'analyse finale, sur les 78 séroconversions qui ont eu lieu sur ces 1700 et quelques couples, eh bien, il y en a, là encore, 46 qui sont liés phylogénétiquement. Vous voyez qu'il n'y en a que 72 qui ont pu être analysés, il y en a 6 qui n'ont pas pu être récupérés. Et sur ces 46, 43 dans le traitement tardif et seulement 3 dans le traitement précoce. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que quand on regarde la charge virale, on s'aperçoit que ceux qui étaient traités n'étaient pas forcément très bien traités, puisque les 3 cas que l'on a pu identifier, c'est des cas de traitement pas suffisamment efficace, où la charge virale n'était pas indétectable. Mais dans le groupe indétectable, il y a 0%. Donc, dans le groupe traitement précoce, il y a une efficacité de 93%, mais si on prend les indétectables, on a une efficacité de 100%. Donc ça, c'est le premier essai. Bon, après, vous avez des études observationnelles, des études dites de cohorte, où on regarde ce que font les gens sans forcément influencer. Et chaque fois qu'il y a ce type d'études, il y a évidemment du counseling, il y a du conseil sexuel qui est apporté pour éventuellement expliquer tous les modes de transmission, les modes de prévention, etc. Donc, toutes les informations sont apportées. Et donc, sur ces 1166 couples sérodiscordants inclus, qui provenaient donc de 75 sites dans 14 pays européens, entre 2010 et 2014, eh bien, il y a eu 888 couples qui ont été analysés, dont le partenaire HIV+, a eu une charge virale indétectable. Et sur ces 888 couples, vous voyez, ils étaient répartis en 548 couples hétérosexuels, et dans la première partie de l'étude, dans partenaire 1, il y avait seulement 340 HSH. Et donc, quand on regarde, c'est quand même un nombre d'opportunités de rapports non protégés qui est assez considérable, puisqu'on est à 58 000 opportunités chez ces 888 couples. Eh bien, sur ces donc, 58 000 rapports non protégés, on observe finalement 11 séroconversions. Et quand on va analyser ces 11 virus, eh bien, on s'aperçoit qu'aucun d'eux n'est similaire au virus du partenaire dont la charge virale est indétectable. Donc, c'est des contaminations hors de ce couple, si je puis dire. Deuxième partie de l'étude, c'est l'étude partenaire 2 qui va augmenter le ratio de sujets HSH. Donc, on en arrive à 972 couples, donc toujours dans les mêmes centres. Donc, sur ces 972, compte tenu des perdus de vue, on a pu en analyser 782, dont la charge virale était véritablement indétectable chez le partenaire positif, et dont 37% dans ces 782 couples ont déclaré avoir eu des rapports avec d'autres partenaires que leurs partenaires réguliers. Donc, vous voyez que ça fait 76 000 et quelques opportunités de rapports anneaux non protégés. Donc là, on est sur des rapports anneaux non protégés. Et on s'aperçoit que, là aussi, on a 15 séroconversions et que sur ces 15 séroconversions, aucune n'est reliée phylogénétiquement. Donc, de façon claire, la contamination s'est faite en dehors du couple à partir de sujets
dont la charge virale n'était pas connue, mais était probablement non négative. Bon, et puis j'en arrive à la dernière étude, qui est l'étude Opposites Attack Study, où on a 983 couples HSH qui ont été inclus entre mai 2014 pour l'Australie et mai 2016 pour le Brésil et la Thaïlande, jusqu'en décembre. Et bon, je vous passe là aussi les détails du tableau, mais le résultat final qui nous intéresse, c'est 3 infections HIV sur 343 observées chez les patients, chez les sujets qui étaient négatifs, et chez ces sujets séronégatifs, encore une fois, aucune de ces 3 contaminations ne s'est faite à partir du virus du partenaire. Voilà, donc je pense que là, on a une analyse qui n'est pas simplement une analyse subjective à partir de ressentis, mais véritablement des études de très long terme. Alors, toutes ces études concluent qu'évidemment, il faut continuer, qu'il faut, etc. Comme disait le collègue aux journalistes, le risque zéro n'existe pas, et à partir du moment... c'est comme un vaccin. Bon, à partir du moment où vous avez un accident sur 1 million, on peut penser qu'en termes de santé publique, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait recommander et que ce risque est tout à fait acceptable. La vie est une prise de risque en permanence, chaque fois qu'on fait quoi que ce soit, et donc, même si on ne fait rien d'ailleurs, et donc c'est simplement le calcul des risques qui compte. Bon, je passerai un peu plus vite sur la dernière partie, sur l'ère des traitement allégé. Bon, je vous montre comme ça 2-3 études vite fait pour vous montrer en gros que le message, c'est que, vous voyez, par exemple, ça c'est une étude où on passe d'une trithérapie à une bithérapie. Eh bien, on s'aperçoit que la présence de virus dans le sperme est tout à fait identique dans les 2 groupes sans qu'il y ait strictement de différence. Même chose pour cette étude. Avec une bithérapie versus, là aussi, des trithérapies, eh bien, quand on s'intéresse au plasma séminal, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de virus avec les bithérapies qu'avec les trithérapies. Et puis, ça, c'est la 3e étude qui montre que, là aussi, entre une monothérapie ou une bithérapie et une trithérapie, donc ce qui est en noir, c'est les indétectables, ce qui est en blanc, c'est les détectables. Donc entre les traitements allégés et les traitements non allégés, eh bien, vous avez exactement une différence qui n'est absolument pas significative. Donc la conclusion qui est entourée, c'est qu'il n'y a pas de détection plus fréquente du virus dans les fluides génitaux avec des traitements allégés versus des trithérapies. Donc le concept qui a été élaboré par nos amis suisses, eh bien, s'avère toujours vrai à l'ère de ces traitements allégés. D'ailleurs, je pense qu'on ne les allégerait pas si leur efficacité pouvait être mise en doute. Alors évidemment, c'est vrai pour certains sujets, c'est pas vrai pour tout le monde. Et évidemment, il faut toujours apporter des bémols à l'utilisation de ces allègements. Ce n'est pas forcément une solution pour tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qui peut simplifier. Donc, pour finir, quelques éléments de conclusion. Donc, vous avez vu qu'il peut y avoir de la présence d'ADN résiduel dans le sperme chez une faible proportion de sujets sous traitement antiviral efficace, mais que ce virus n'est pas réplicatif, que la trithérapie et la bithérapie ne font pas de différence particulière, que surtout les études de cohorte confirment l'efficacité de la stratégie de prévention sur des surveillances pendant très longtemps avec des nombres assez impressionnants de couples sérodiscordants. Le seul point, moi, sur lequel je serais quand même un petit peu prudent, c'est sur le fait de dire qu'il faut attendre, alors peut-être quelques mois, c'est un peu long, mais en tous les cas, qu'il ne faut pas, quand le traitement vient d'être prescrit, même si la charge virale est rapidement indétectable dans le sang, il faut quand même laisser les choses se stabiliser et s'assurer qu'il n'y a pas de rebond, pour pouvoir, j'allais dire, abandonner toutes les méthodes de protection et passer donc à des rapports sexuels tout à fait
non protégés. Et puis, l'intérêt de poursuivre ces études pour apporter encore d'autres arguments pour se convaincre un peu plus que cette stratégie I égale I, U égale U est tout à fait efficace. Voilà, donc je remercierai mes collaborateurs à l'Université de Saint-Étienne, qui est bientôt l'Université de Lyon, mais le docteur Cotte qui nous a permis de faire ces études sur ces patients, le professeur Anne-Geneviève Marcelin, qui j'ai emprunté un certain nombre de diapositives, non seulement sur les biélectrithérapies, et puis bien sûr tous les sujets qui ont participé à ces études et qui nous permettent d'apporter des preuves de ce que l'on avance. Merci de votre attention. Donc on va vous parler un petit peu différemment, on va pour parler de l'intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur des gens, et puis refaire un petit peu d'histoire, effectivement. Alors I égale I, ça change quoi et pour qui? Alors pour qui? Eh bien pour les personnes séropositives, bien sûr au VIH, mais pas que, et c'est surtout ça que nous souhaitons. Être indétectable, ça change quoi? Alors pour savoir ce que ça change, finalement, il faut revenir à ce que c'était avant. Avant, c'était la chronique d'une mort annoncée. Les patients, on s'en souvient, pour ceux qui sont les dinosaures de tout ça, on s'en souvient, guettaient et venaient fréquemment à l'hôpital pour savoir si justement tel signe sur leur corps était le symptôme du VIH, du sida, pardon. On peut dire en quelque sorte que leur vie mentale était occupée par cette inquiétude. Elle est aujourd'hui libérée. Les projets étaient hier impossibles ou incertains. En tous les cas, ils étaient toujours menacés. Ils étaient menacés de l'apparition, bien évidemment, de la liste longue des maladies opportunistes qui signait l'évolution de la dégradation du système immunitaire, et c'était un peu le sida pour tout horizon. Ils ne pouvaient qu'être hésitants à faire des études, certains les faisaient, les ont menées à terme d'ailleurs, et aujourd'hui ils s'en réjouissent. Aujourd'hui, cette libération permet de construire une vie, de faire des projets, de s'engager à divers plans, que ce soit affectivement, sexuellement ou professionnellement, sans avoir ce que l'on appelait, et ça m'est revenu comme ça, on l'a tellement oublié, une épée de Damoclès sur la tête. Les premiers qui ont été informés, ce sont ceux qui ont été par ce I égale I, sont ceux qui étaient concernés par un projet parental. Comme il était d'usage à l'époque, ils en parlaient avec leurs cliniciens pour la question de la transmission materno-fétale, et c'est par ce biais, justement, qu'ils ont eu connaissance, avant tout le monde, en quelque sorte, de cette intransmissibilité. Les cliniciens, au début, on vous l'a déjà dit, leur proposaient, pour ceux qui ne voulaient prendre aucun risque, le service de PMA. Et petit à petit, ces services ont vu diminuer leur prise en charge pour n'en avoir plus aucune aujourd'hui, sauf bien sûr les cas d'infertilité. Donc ça change tout. Ça change tout de pouvoir faire un bébé sous la couette. Ça change tout de pouvoir s'affranchir du poids de la médicalisation pour procréer, et aussi, bien évidemment, d'avoir une sexualité qui est une sexualité sans la contrainte du préservatif. Alors, on voit comment I égale I a, d'une manière générale, un effet libérateur pour les personnes infectées par le VIH. Ça, c'est tout ce qui a été changé. Et nos patients ont d'ailleurs parlé du deuil du deuil. Faire le deuil du deuil, ça se passe de commentaires. Alors, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, quand on connaît cette histoire du VIH, c'est de savoir si I égale I pourra aussi agir aujourd'hui sur la stigmatisation. Qu'est-ce que c'est que la stigmatisation ? On en parle comme ça, c'est accorder à une personne dans une société un statut social moindre.
c'est les discréditer pour des critères qui peuvent être des critères physiques, des traits de personnalité ou encore l'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'on voit que ce sont des critères qui sont moralement réprouvés par une société donnée, mais surtout dans un temps donné. Et c'est là où c'est quelque chose d'heureux et qui peut peut-être nous donner de l'espoir. C'est un regard social négatif qui réduit un individu à un stigmate. Ce stigmate, alors, c'est là où c'est intéressant par rapport au VIH, c'est qu'il peut être visible ou invisible. Le visible, finalement, c'était hier. Hier, c'était le moment où les affections opportunistes apparaissaient, et certains se souviennent du film avec Tom Hanks, Philadelphia, où ce jeune avocat s'apercevait avec désespoir de cette tache de Kaposi qui apparaissait sur son front. On appréciera bien évidemment la connotation de tache, je pense que c'est suffisamment éloquent et qui ne laisse plus de doute quant au stigma. Certains patients se terraient chez eux et on se souvient de l'un d'eux d'ailleurs qui s'est suicidé lorsqu'il a vu des molluscum contagiosum apparaître sur son visage quand on a refait les derniers moments justement et qu'on a essayé de comprendre ce qui avait pu se passer pour lui. On pourrait dire en quelque sorte qu'il a pris au sens étymologique du terme, puisque la stigmatisation consiste d'ailleurs en l'action de marquer sur le corps de quelqu'un, lui donner une cicatrice qui est une cicatrice distinctive. Cette marque, cette tache de Kaposi disait la maladie et l'orientation sexuelle devenaient comme transparentes au regard de tout le monde en marquant la personne, en marquant le corps, elle exposait la personne à un regard social. Pour autant, bien que le stigma soit aujourd'hui invisible, il n'en est pas moins actif. C'est ça qu'on appelle l'auto-stigmatisation. C'est ce qui se passe comme quand quelqu'un ne peut pas prendre suffisamment de champ, quand il ne peut pas résister au discours social dominant et qu'il reste collé à lui sans pouvoir s'en dégager. Et tout ça, ce n'est pas sans conséquence. D'une part pour le sujet, mais d'autre part, et on en parle moins, sur le plan de la santé publique. En effet, la baisse de l'estime de soi sont des choses connues. Ça conduit bien évidemment à éprouver de la honte, à tenir secret sa contamination, à ne pas en parler à son ou à ses partenaires et à augmenter ses prises de risques et surtout de ne pas se faire dépister de peur d'avoir un résultat positif, ce qui conduit bien sûr à un déficit de diagnostic précoce. Donc on sait aujourd'hui que I égale I agit sur la peur de transmettre le virus. Il n'y a plus à avoir peur, il ne se transmet plus et l'on peut souhaiter, on peut espérer que grâce à la connaissance large de I égale I, que celle-ci agisse sur la peur de transmettre le virus stigma, c'est-à-dire de transmettre autre chose, et que le contrôle désormais affirmé scientifiquement de sa dangerosité, comme de la contamination, puisse aussi dans notre société produire un effet de transformation du regard sociétal sur les patients comme sur le VIH. Il existe des stratégies de lutte contre la stigmatisation et l'une d'entre elles consiste à ne pas laisser seules les personnes stigmatisées afin de leur permettre justement ce regard, ce contrôle de ce regard social, afin de prendre du champ. Il faut leur permettre de penser comment ça se construit un discours social, de pouvoir le critiquer. Et aujourd'hui, un des arguments forts est que on ne peut plus avoir peur du virus qui n'est plus transmissible et plus détectable. Ça, c'est le travail qu'effectue déjà aujourd'hui chaque soignant, les infirmières comme les médecins, autant que le font les associations, qu'elles soient ou non communautaires. Je voulais dire quelques mots de ces femmes, de l'histoire de celles qui, à ce jour, ont été les invisibles de l'histoire. Il s'agit de femmes séropositives qui ne viennent pas d'une zone où le virus est endémique et qui ont été contaminées de manière, comme elles le disent, accidentelle. Leur contamination était à la marge. Elles avaient une perception du risque de contamination qui était faible. Elles n'avaient pas identifié les flirts de leurs partenaires avec la toxicomanie, pas plus que les relations HSH que certains entretenaient par ailleurs.
et leur contamination pour toutes ces femmes a été une véritable surprise. L'acceptation de leur séropositivité, je l'ai toujours observée, est très très différente de personnes HSH. C'est une acceptation parce que ça vient de rien. Quand on est HSH, finalement, on doit vivre avec ça. Et ça produit autre chose, justement, dans un processus d'acceptabilité. Hein. C'est pas bien beau, mais c'est un petit peu ça. Et leur vie avec le virus, à toutes ces femmes, a été rendue beaucoup plus difficile du fait qu'elles n'en parlent pas. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais pu se confier à une copine parce que ça n'a pas de sens. Et dire qu'elles étaient VIH, pour elles, c'était quelque chose qui était impensable. Et j'ai pensé que ça allait changer avec les jeunes, mais finalement, pas tant que ça. Elles ont fait souvent le choix de garder le secret parce qu'elles redoutent précisément d'être stigmatisées et rejetées. Elles ne peuvent partager parfois, comme les HSH hier, qu'avec des soignants. Elles vivent finalement dans une solitude intime qui est assez intense. Ces femmes sont souvent seules aujourd'hui au plan affectif, donc ce soit un choix, vous l'aurez compris, mais elles ont surtout appris à se protéger des déceptions. En effet, trop souvent, après avoir dû négocier le préservatif lorsqu'elles ont annoncé leur séropositivité, c'est le silence, lourd de surprise chez leurs partenaires, les SMS se font moins chauds, les conduites d'évitement deviennent évidentes et il est évident que ça renforce l'autostigmatisation. Ce qu'elles expérimentent dans cet évitement, voire cette fuite, c'est l'expression justement du discours sociétal. Celui qui les stigmatise et les fuit, lorsqu'un partenaire les laisse tomber, ce qu'elles entendent, c'est qu'elles et le virus ne font qu'un. Nous avons tous tenté de chercher à les rencontrer, leurs partenaires, de leur dire qu'ils pouvaient en parler avec des cliniciens, qu'on pouvait leur expliquer, etc., etc. Mais on observe que chez les hétéros, le message passe avec beaucoup plus de difficultés que chez les gays. Pourquoi ? Certainement parce que ce qui manque, c'est l'absence de tout relais associatif, de relais communautaires qui puissent redoubler le message médical comme il le fait auprès des homosexuels, mais ça pour les hétérosexuels masculins. Cette absence associative, cette absence d'interface est tout à fait préjudiciable à ces femmes. Elle les rend plus vulnérables à l'autostigmatisation, d'une part, et rend plus difficile la confiance dans cette équation. Parce que ce qui change pour elles ne change pas pour leur partenaire. Alors du coup, ça ne change rien. Mais parfois, il faut du temps. Et cette soirée est importante justement à ce titre. Et une patiente, il y a peu de temps, à qui je demandais si I = I lui évoquait quelque chose, me dit non. Alors que j'ai l'impression que ça fait, moi, des années qu'on lui dit et qu'on a rencontré justement ses partenaires et que ses partenaires, d'ailleurs, l'ont fui. Et elle m'a dit « J'aurais voulu faire partie de celles qui étaient informées. » J'étais totalement hallucinée. Et là, elle me dit « J'aurais aimé connaître cette équation. Il faudrait qu'elle soit placardée sur les murs de France et de Navarre. Comme quoi, le poids des mots et la manière de le dire changent tout. » Quand je lui ai formulé comme ça prenait un sens, alors que quand on lui expliquait, ça n'en avait pas. Comme quoi, la manière dont on communique, c'est quand même important. Alors, merci à Vive, merci d'accéder à son souhait, parce qu'il faut du temps et il faut savoir communiquer. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important et que si les hétérosexuels masculins pouvaient prendre conscience de ça, comme les homosexuels, comme les gays aujourd'hui, ça, effectivement, cette équation changera quelque chose. Voilà. Donc, j'interviens là en tant que coordinatrice d'Atiseni. Donc, d'Atiseni, pour celles ou ceux qui ne savent pas, c'est une association de lutte contre le sida dans les communautés africaines de Lyon et la métropole. Et on fait aussi la médiation en santé, notamment pour les femmes africaines vivant avec le VIH. Alors, je vais quand même mettre justement les femmes dans un contexte sociétal. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de femmes africaines. Au niveau épidémiologique, ce sont les plus touchées après les HSH. Alors donc, il faut partir du fait que la femme africaine occupe une place très importante dans les sociétés africaines. Contrairement à ce qu'on peut penser,
la femme a sa place, elle est respectée, elle est aimée. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui soigne, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui vêtit, c'est elle qui s'occupe de toute la famille, c'est elle qui soigne aussi en cas de maladie, même si elle-même elle est malade. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Et il faut aussi partir du fait que les sociétés africaines sont dites des sociétés de groupe, enfin sociétés d'ordre, dans le sens où le groupe prime sur le jeu, c'est-à-dire le nous prime sur le jeu, c'est-à-dire j'existe par rapport au groupe. Donc le poids de la société est très important. Je vous le dis parce que justement, le comportement des femmes qui vivent avec le VIH vont dépendre justement de ce contexte sociétal. La sexualité est contrôlée et donc une femme qui est censée justement donner la vie n'a pas à ramener justement une maladie. Généralement, ce sont les femmes qui sont dépistées, les premières, et quand elles sont dépistées les premières, c'est elles qui sont considérées comme justement celles qui ont ramené le VIH justement à la maison. Et donc là, ça pose un vrai problème parce que les femmes sont dépistées lors de la grossesse, lors des examens justement gynécologiques. Alors comment le dire dans le couple, dans la famille? Et donc ça pose un vrai problème. C'est pour ça que justement, on a créé l'association d'Atiseni pour permettre justement à ces femmes qui ne peuvent pas parler de leur séropositivité dans les familles, dans le couple, pour pouvoir se mettre ensemble autour des groupes de parole pour justement pouvoir trouver des stratégies entre pairs pour pouvoir en parler. Et donc, justement, il y a des spécificités en fait chez les femmes africaines dans le sens où justement l'homme est considéré comme le chef et donc il y a certaines femmes qui ont du mal à négocier justement la prévention, le port des préservatifs et donc c'est vraiment un vrai souci. SIDA, c'est la maladie de la honte. Pourquoi la maladie de la honte? Parce que justement, c'est une sexualité qui est... on imagine que si la femme est séropositive, ça veut dire qu'elle s'est prostituée. Et dans la prostitution, on considérée comme justement un acte immoral. Et donc, beaucoup de femmes souffrent justement de ce stigmate. Donc, elles sont stigmatisées dans le sens où on dit, bon, elles sont montrées du doigt. Si elle a ça, c'est parce qu'elle s'est mal conduite. Et souvent, les femmes ont du mal à en parler parce qu'elles pensent que d'emblée, quand elles sont dépistées, elles pensent d'emblée que c'est de leur faute en fait. Et donc, elles ont peur, elles ont la honte aussi d'en parler. Et donc, ça pose des vrais problèmes. Je me souviens en fait, d'une femme africaine qui a été accompagnée dans notre association il y a plusieurs années maintenant, parce qu'elle a été dépistée suite à une grossesse. Et justement, elle a été victime de violence. En fait, elle a été battue, elle a été violentée par son conjoint, et ça a été un vrai problème. Alors, on parle de I égale I. Déjà, au terme sémantique, en fait, au niveau de l'expression, déjà, c'est un vrai problème. I égale I, ça veut dire quoi? Dans les communautés africaines, c'est pas encore connu. On parle de TASP, on parle de la PrEP, on parle de TPE, tout ça, ce sont des termes très techniques. Et donc, justement, notre rôle, c'est de vulgariser ces termes-là parce que les gens ne sont pas concernés. Les gens ne sont pas informés, justement, de ces avancées. Et quand on parlait, enfin, depuis 2008, enfin, quand on a commencé à parler, justement, de la recommandation suisse, quand on parle dans le comité, on dit, mais c'est grave ce qu'on raconte parce qu'on risque, justement, de permettre aux femmes, c'est toujours les femmes qui sont fautives, hein, de distribuer le VIH dans les communautés africaines. Donc, c'est un vrai problème. Et donc, aujourd'hui, pour vous, en fait, c'est tellement évident dans les gens qui ont été dans les associations, qui sont informés. C'est facile, c'est évident, I égale I. Mais déjà, rien qu'au terme, il faut vulgariser. Et dans les groupes de parole, en fait, on a remarqué que les femmes, justement, malgré les traitements, ont peur d'en parler dans le couple. Bon, c'est vrai qu'il y a un groupe de femmes qui sont très contentes, en fait. Il y a des femmes qui mettent maintenant des projets de grossesse en place, qui mettent des projets même de mariage. Hein. Alors qu'à un certain moment, il y a des femmes qui disent « mais moi, c'est fini. Hein. Quand j'ai appris ça, pour moi, la sexualité, c'est terminé. »
Et donc, faire un enfant aussi, ça posait des problèmes parce que dit, oh là là, si j'ai ça, je ne vais plus avoir d'enfant. Et donc, l'arrivée des traitements, ça a donné beaucoup d'espoir aux femmes. Mais il y a encore un groupe de femmes qui ont peur justement de transmettre, qui pensent qu'elles vont transmettre malgré le traitement, même si les médecins font bien leur travail, tout ça, ils disent, mais non, moi je préfère ne pas prendre des risques parce que je n'ai pas envie d'être responsable justement de la transmission et je n'ai pas envie de porter ça toute ma vie. Donc voilà, donc il y a aussi ce phénomène-là. Ce qui veut dire que justement, bon, I égale I, c'est très bien, les traitements marchent, c'est super bien, il y a encore du travail à faire et il y a encore la discrimination, malheureusement, qui reste dans la communauté africaine, c'est encore très très fort. Quand on sait qu'une femme est séropositive, voilà, elle est pointée du doigt. Dans la communauté, ça parle et donc, justement, les lieux justement, de refuge restent les associations et puis le milieu médical, hein, donc il y a encore du travail à faire, donc nous devons justement travailler, déjà informer suffisamment les femmes et puis rassurer et aussi multiplier les espaces de parole pour justement ces femmes-là, pour pouvoir trouver des stratégies pour en parler. Donc pour qu'il y ait justement une évolution dans tout ce qu'on... Enfin, toutes les évolutions, ben, il faut justement qu'il y ait un travail au niveau des inégalités. Tant qu'il y aura des inégalités entre les hommes et les femmes, je parle de l'Afrique subsaharienne bien sûr, et la lutte contre le VIH va encore justement traîner sur plusieurs années, malgré l'évolution des traitements. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire, hein. C'est vrai que je ne sais pas si j'ai répondu à la commande, hein. Mais bon, en tout cas, tout ce que je peux dire, que c'est super bien, qu'il y ait des traitements qui marchent, ça c'est très bien, mais il y a encore du travail à faire dans les communautés pour pouvoir adapter les messages, rassurer aussi les femmes qui vivent avec le VIH. Et je crois qu'ensemble, nous vaincrons. Je vous remercie. Je voulais juste dire que finalement, ce que fait Albertine, c'est précisément ce qui manque de l'autre côté chez les femmes, c'est-à-dire qu'il y a une association, qu'à l'intérieur de cette association, elles peuvent s'identifier les unes aux autres parce qu'elles savent justement qu'elles vivent la même chose, alors que pour des femmes qui viennent qui sont des femmes qui ont été contaminées en France, qui ont été contaminées justement de manière très particulière et en marge, justement, ne bénéficient pas. Alors il y a eu, je vois que Geneviève est là, on avait monté à l'ALS le service parentalité, qui était un service qui a rempli finalement cette fonction pendant un temps, puisque des personnes pouvaient venir et se reconnaître justement en tant que parents et porteurs du VIH. Mais aujourd'hui, ce service n'existe plus et on n'a plus rien pour favoriser justement, pour permettre que ces femmes se sentent moins isolées finalement. Voilà. Et ce qu'Albertine disait, alors là c'est une chose qui n'existe pas sur le continent, c'est la question de la rumeur. C'est-à-dire qu'une femme chez nous peut aller se faire dépister, il n'y aura pas de rumeur. Alors que sur le continent africain, effectivement, la rumeur est forte. Et la rumeur peut tuer. C'est bon ? Merci. On va passer à indétectable, intransmissible, le vécu des HSH, avec Alexandre Chevalier, qui est éducateur sexologue et coordinateur des actions de prévention à l'ALS. Alors, je ne suis plus coordinateur des actions de prévention à l'ALS depuis peu, parce que j'occupe de nouvelles fonctions ici, mais j'interviens bien ici en tant qu'éducateur sexologue, et pas en tant qu'élu ce soir. On m'a dit de le préciser pour pas qu'il y ait de confusion. Et je suis très content d'intervenir à ce titre-là ce soir, en tout cas en tant qu'éducateur sexologue, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pu parler de sexualité. Ah oui.
Non pas qu'on me brime à la mairie, mais j'en ai pas eu l'occasion en tout cas. Comment ? Sans doute. Je pense qu'il y a plein de choses à dire sur la sexualité des personnes âgées. Alors, avant qu'on lance un débat là sur ce sujet, je vais quand même essayer de faire ma présentation. Donc, aujourd'hui, effectivement, ce message de santé publique, e-Egali, reste quand même trop peu connu. Et je pense que Isabelle l'a rappelé, effectivement, on a encore ce besoin, effectivement, de communiquer largement là-dessus, parce que, et on le voit, en tout cas, moi je le vois chez les patients, il y a effectivement encore beaucoup de freins, beaucoup de réticences et beaucoup de stigmatisation. Donc c'est vrai que même si les études cliniques de 2016, on va dire celles qui ont vraiment lancé le feu vert, parce que les Suisses ont commencé avant nous, évidemment, dès 2008, mais nous, on a pris encore beaucoup de retard. Donc, c'est vrai qu'en France, c'est un peu 2016 qui a lancé le feu vert. Et pour le coup, elles étaient claires, elles ne souffraient d'aucune contestation. Mais on voit bien que les représentations sociales, en tout cas, ont mis du temps à bouger et mettent encore du temps à bouger. Une étude là, qui était parue il n'y a pas très longtemps a montré que 87% des Français, par exemple, interrogés, continuer à penser qu'avoir des rapports sexuels sans préservatif avec une personne séropositive sous traitement constitue... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai débranché un truc. Pour ça. Je pouvais continuer avec l'autre. Donc, je répète, 87% des Français interrogés continuent à penser qu'avoir des rapports sexuels sans préservatif avec une personne séropositive sous traitement constitue un risque élevé, voire très élevé de contamination. Seuls 2% qualifient ce risque comme étant très faible, voire quasi nul, et donc l'évaluent correctement. Du côté des personnes séropositives elles-mêmes, dernière enquête justement de SIDA Info Service, donc on voit des amis ici, 54,6% des personnes séropositives sous traitement affirment qu'ils n'ont pas constaté de diminution particulière des situations de rejet. Donc on voit bien qu'effectivement ces représentations sociales et ce stigmate, en tout cas encore la vie dure. Et c'est vrai que j'étais un peu ennuyé, en tout cas moi, de ce qu'on m'a demandé de m'interroger sur l'impact de cette révolution, parce qu'on est quand même face à une vraie révolution dans la lutte contre le VIH. J'étais un peu embêté parce que je me demandais un peu, effectivement, quelle perception, en tout cas quel effet, effectivement, ce I égale I pouvait avoir sur mes patients, en tout cas dans le cadre de mes accompagnements individuels, que ce soit au C2S ou en cabinet. Et c'est vrai que je n'arrive pas encore vraiment à mesurer les effets, tellement l'impact est quand même récent et encore trop peu entré aussi dans les esprits de chacun. Avant de continuer, parce que je voulais vous présenter justement deux situations un peu... de personnages, j'avais retenu deux situations de personnages SH pour illustrer un peu mes propos. Je voulais juste vous faire un petit rappel déjà sur la construction de la sexualité, notamment la construction de la sexualité des gays en particulier, pour bien vous faire comprendre aussi dans quoi moi en tout cas je me projette et comment aussi je peux travailler avec mes patients. Donc cette sexualité, effectivement, elle va construire tout au long de la vie. On a plusieurs facteurs de construction qui rentrent en jeu. On a évidemment le modèle familial dans lequel on a évolué, le milieu culturel, l'inscription dans un environnement social, qu'il soit positif ou négatif, les premières rencontres sexuelles, l'entrée dans la sexualité, l'acceptation de son orientation sexuelle par les proches et par soi, l'ensemble des traumatismes existants ou non, et de plusieurs natures. On peut y retrouver évidemment les violences, et là je vous invite en tout cas à aller voir notre recherche qu'on avait menée avec Isabelle et Pierre ici présents sur l'impact des violences sexuelles sur la population HSH. Enquête dont on a un article là, tout récemment qui a été paru et qui est formidable, n'est-ce pas? Les impacts aussi, donc les traumatismes qui sont d'ordre physiologique, psychique, et évidemment un traumatisme que l'on n'a pas oublié, c'est l'annonce du VIH, pour qui de nombreux patients, effectivement, au moment de l'annonce, a été un traumatisme parmi tant d'autres, mais un traumatisme assez fort, avec effectivement des conséquences aussi très fortes sur leur sexualité.
Donc l'ensemble de ces déterminants vont d'une certaine manière conditionner la sexualité de la personne et peuvent organiser des comportements récurrents que l'on peut observer sur des périodes plus ou moins longues. Et c'est vrai que mon travail, en tout cas, va consister à essayer de repérer ces récurrences-là, pour voir à quoi elles correspondent. Est-ce qu'elles correspondent effectivement à un traumatisme? Est-ce qu'elles vont correspondre à un moment de l'histoire familiale, à une culture, etc. Bon, j'ai en tête effectivement 2 patients, pour le coup, testés positifs depuis plus de 10 ans, chez qui l'annonce du VIH avait été vécue comme traumatique dans un premier temps. Les 2, effectivement, témoignaient d'une forme de retrait de la sexualité active pendant un certain temps. Ça avait duré plus ou moins longtemps, 6 mois chez l'un, un an à peu près chez l'autre. Et puis qui avait, effectivement, avec le temps, repris une activité sexuelle avec cette crainte de transmission à l'époque, parce qu'à l'époque, effectivement, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui. En tout cas, sur les risques de transmission existaient toujours. On a des nouveaux troubles du coup, qui vont se figer effectivement et qui se fixent sur la pathologie, l'anxiété, la crainte du lâcher-prise. Chez un des patients, on notait notamment des troubles de l'érection, voire même des refus de pénétration. Ils ne pratiquaient plus la pénétration, etc. Donc on avait effectivement des troubles liés à cette annonce du VIH et des difficultés du coup, qui se sont déjà surajoutées à des difficultés déjà existantes. Alors tout cela, évidemment, ne permettait pas, en tout cas à l'époque, d'interroger les autres vécus traumatiques. Et vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus, parce que ça va effectivement avoir des conséquences après sur la suite. Quelques mois après la validation des études, là on revient en 2016, les premiers verrous qui tombent, en tout cas chez ces 2 patients, et là il y a un vrai effet libérateur, ce sentiment de repartir dans un schéma d'une sexualité pré-VIH, d'une certaine manière. Chacun va réorganiser sa sexualité, et après quelques temps, vont commencer, en tout cas à quelques temps, alors pour un, ça a duré quand même à peu près 8 ans, pour l'autre, je crois que ça a duré à peu près 6 ans, on va commencer à se plaindre de comportements qu'ils vont juger problématiques dans leur sexualité. C'est-à-dire que, si je reprends un peu le schéma, on a effectivement la contamination VIH qui va créer des troubles et des blocages, des troubles qui vont être associés à cette contamination, une sexualité qui se reconstruit sur le trauma, et puis ensuite, effectivement, cette annonce qui va tomber, on peut avoir des rapports sexuels non protégés, on va recommencer, on va remettre en place, en tout cas on se réorganise sa sexualité, et cela va durer un temps. Et effectivement, au bout d'un certain temps, on voit que 2 nouvelles problématiques, en tout cas, vont apparaître. Donc l'un qui identifie justement une de qui identifie des prises de risque régulières liées notamment à des pratiques de soumission, auxquelles il s'adonne depuis un certain temps, qu'il avait justement un peu mis de côté lorsqu'il avait appris effectivement sa contamination au VIH, et l'autre qui revisite une sexualité tournée exclusivement vers la pratique anale, avec une quête qu'il mènera jusqu'à ce qu'il considère comme l'aboutissement ultime de sa quête, c'est-à-dire le fist. Donc revisiter la pénétration anale qu'il avait mis de côté pendant très longtemps pour arriver à cet état ultime qui était le fist. En tout cas, lui, dans sa tête, c'était un peu l'objectif qu'il s'était fixé. À cela, on va ajouter effectivement des situations de nouvelles contaminations, d'autres de nouvelles IST, un peu à répétition dans les 2 cas, sans grande gravité, mais en tout cas qui les a aussi interrogés. Et je pense qu'à chaque fois qu'on avait l'apparition d'une nouvelle IST, c'était de nouveau des remises en question. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi je remets ça? Etc. etc. Et là, c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu là que mon travail commence, parce qu'ils sont arrivés avec ces 2 plaintes. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi dans ma vie, finalement, je répète de manière un peu systématique ces prises de risque? Pourquoi, en croyant m'étant pas débarrassé, entre guillemets, du VIH, mais en tout cas en ayant plus ou moins éliminé ce risque-là, je me retrouve encore dans de nouvelles situations. Et effectivement, pour moi, l'intérêt, en tout cas, que j'ai vu à ce moment-là, et que j'ai vu aussi chez d'autres patients, c'est qu'enfin, j'ai envie de dire, on se débarrassait un peu de cette chape de plomb du VIH qui nous a occupé l'esprit quand même, et qui nous occupe encore l'esprit, on est bien d'accord, on n'en est pas débarrassé, mais en tout cas qui nous a vraiment
monopoliser effectivement l'attention qu'on pouvait porter aussi par rapport à certains publics, et notamment je pense au public HSH, en ayant effectivement toujours en tête cette question du VIH et de focaliser finalement notre attention et notre accompagnement autour de cette question du VIH. Et d'avoir levé effectivement tu l'as dit tout à l'heure, hein, cette épée de Damoclès, ça a permis, en tout cas chez certains patients, et ça leur permet en tout cas aujourd'hui, de pouvoir finalement traiter ou de réinterroger ou de revenir traiter ou de traiter à nouveau, ou même, certains, c'est pas à nouveau, c'est parce qu'ils l'ont jamais fait, mais c'est de pouvoir s'intéresser à autre chose dans leur sexualité et de se dire, finalement, j'ai peut-être des traumatismes antérieurs que je vais enfin pouvoir mettre au travail, parce que je me rends compte que non, toutes mes problématiques ne viennent pas de ma contamination au VIH, ça a été un problème, j'ai envie de dire, parmi tant d'autres, et qu'aujourd'hui, effectivement, je vois bien en étant indétectable que finalement, toutes mes problématiques ne viennent pas de là, mais elles sont peut-être antérieures, et je le rappelais, hein, je l'ai tout à l'heure, notamment dans les mouvements traumatiques, qui peuvent être les violences, etc. Je rappelle, c'est vrai que dans notre enquête, on a vu aujourd'hui, qu'on a publié récemment, 20% quand même des patients HSH qui avaient été victimes de violences sexuelles pendant l'enfance ou l'adolescence. Donc on n'est pas sur un chiffre, j'ai envie de dire, anodin. 20%, c'est énorme, c'est un patient sur 5. Donc c'est vrai que pour certains, on voit bien l'importance à ce moment-là de pouvoir aller travailler justement sur ces premiers traumas qui, après, ont organisé leur sexualité. Donc ça va être moi, je le vois un peu comme en tout cas, ce IEGALI. C'est vrai que pour l'instant, comme je le disais un peu tout à l'heure, on n'arrive pas encore à mesurer complètement l'impact sur les personnes et notamment sur leur sexualité. Mais c'est vrai on sent quand même qu'il y a un début de quelque chose, c'est-à-dire on va pouvoir aller effectivement interroger autre chose dans la sexualité des HSH. Et c'est autre chose, notamment, qui va être due, et on l'entend maintenant de plus en plus de manière régulière, toute la pression sociale qui existe sur l'homosexualité, en tout cas sur les HSH, toutes les questions effectivement de discrimination, toutes les questions de mise à l'écart, toutes ces questions-là qu'on peut enfin interroger et qui ne tombent pas, on va dire, sous le joug, entre guillemets, du VIH. Je ne dis pas qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de questions en tout cas à s'interroger à se poser sur le VIH. Il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau médical, bien entendu. Mais en tout cas, ça ouvre en tout cas d'autres perspectives. Et je pense, nous, en tout cas, en tant que sexologues, ça nous permet, en tout cas, on pourra peut-être en échanger après avec Steven aussi, ça nous permet effectivement de travailler autre chose de la sexualité des HSH. Et je trouve que c'est plutôt quelque chose de très positif, même si on en est encore, à mon avis, au début, parce qu'on voit bien que toutes ces représentations-là, et moi je le vois par exemple souvent aussi, parce qu'on a une équipe qui travaille par exemple sur les réseaux de rencontres, les applications de rencontres, on voit encore la stérophobie qui est très massive évidemment sur les réseaux de rencontres ou à d'autres endroits. On a d'autres témoignages. Donc on a encore beaucoup de patients malheureusement qui doivent cacher leur séropositivité, ou en tout cas qui font en sorte de ne pas la déclarer ou de la laisser comme ça sous l'ombre. Et je pense notamment aux jeunes générations, et c'est pour ça que je suis un peu inquiet finalement. Je me disais peut-être que les jeunes vont être un peu plus ouverts finalement que leurs aînés, mais on voit bien que ce mouvement-là de discrimination, il est quand même vécu auprès des publics jeunes, d'où l'importance, à mon avis, d'être dans des stratégies de communication assez massives. Et
pour ça, je remercie le Corévi qui se lance dans des campagnes chaque année, maintenant grand public, campagnes qui n'existent plus d'ailleurs par ailleurs. Hein. L'État a très longtemps, enfin ça fait quand même un petit moment que l'État a abandonné effectivement les campagnes grand public sur ces sujets. Heureusement qu'on a encore des soutiens de labos ou des villes ou de certaines institutions qui nous permettent de mettre en place des campagnes de prévention. Parce qu'on voit bien effectivement aujourd'hui l'importance en tout cas de communiquer, de libérer aussi la parole sur ces sujets-là. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci. Alors, pour terminer les communications, je vais passer la parole à Corinne Fructuoso-Voisin, qui est directrice des affaires publiques, des associations de patients et de la communication chez Vive, qui va nous faire une présentation sur Vive, un laboratoire engagé pour l'amélioration de la qualité de vie des patients. Bonsoir à tous. Je remercie tout particulièrement d'abord l'Hôtel de Ville de nous permettre d'être là ce soir dans ce lieu magnifique, extraordinaire. Le Corévi, évidemment, et puis tout particulièrement le docteur Livrosé, de nous permettre d'avoir ce partenariat et cette soirée consacrée à I égale I. Alors, vous l'avez dit, vous êtes plusieurs à avoir dit l'importance de communiquer sur ce message de santé publique qui est I égale I et de la qualité de vie des patients atteints de VIH. Et j'aimerais en quelques mots vous dire pourquoi Vive Healthcare est impliqué dans ces messages de santé publique et dans cette communication. Alors en deux mots, Vive Healthcare est un laboratoire pharmaceutique impliqué, dédié à 100% au VIH, qui a fêté ses 10 ans l'année dernière. C'est une entreprise qui est la deuxième filiale pour Vive en France, et avec plus de 70 personnes impliquées dans des essais cliniques, environ 10 essais cliniques aujourd'hui, avec des partenariats privés-publics, avec en particulier l'ANRS et l'Institut Pasteur, impliqués aussi dans l'accès au marché dans les pays les plus pauvres, avec des licences volontaires libres de droit. Donc une réputation qui est reconnue dans le milieu du VIH. Alors, pourquoi Vive Healthcare est-il impliqué dans ces messages de communication et dans la qualité de vie? Tout à l'heure, vous le mentionniez, c'est vrai qu'il y a les 3,90 de l'ONU-SIDA, et aujourd'hui, les experts, les patients plébiscitent le 4e 90, celui de la qualité de vie. Alors que près de 97% des patients traités ont une charge indétectable, il est important de se consacrer à la qualité de vie. Aujourd'hui, prendre un traitement juste, adapté, c'est aussi l'opportunité pour tous les patients de limiter ces préoccupations liées au VIH et de laisser plus de place à la vie dans toutes ses dimensions. Et Albertine, la psychologue aussi, en parlait, cette qualité de vie est importante dans toutes ses composantes, qu'elles soient sociales, physiques, psychiques, affectives, etc. Aujourd'hui, nous avons lancé une campagne de qualité de vie avec les thématiques que vous voyez là, qui sont celles de la sexualité, de la dépression, du sommeil. Et il est important pour nous de communiquer. Il est important de communiquer aussi sur I égale I, et c'est le thème de cette soirée. L'année dernière, nous avons lancé une campagne sur ce sujet. Nous continuerons pour la journée mondiale du VIH cette année sur cette thématique qui nous semble importante. Nous avons lancé une enquête qui s'appelle Positive Perspective dans plus de 24 pays, chez plus de 2000 patients. Et cette enquête est intéressante parce qu'elle montre des différences autour de I égale I et montre l'importance pour le médecin de communiquer à son patient sur ce message. Et on voit qu'un tiers des patients
en France, par exemple, n'a jamais entendu parler de I égale I. On voit des différences. En Suisse, par exemple, 80% des patients ont entendu parler de I égale I, alors qu'en Corée du Sud, seulement 35% savent de quoi on parle. Voilà, donc c'est une étude qui montre l'importance de partager pour le médecin ce message de communication I égale I, et la psychologue tout à l'heure en parlait, il est important de le redire encore une fois à tous et à toutes. L'importance de le dire, donc c'est I égale I. J'aimerais aussi remercier le Corévi pour être partenaire sur la campagne dont vous parliez, qui a été montrée dans le métro jusqu'à aujourd'hui, et qui est une campagne justement qui renforce ce message. Eh bien, merci beaucoup pour le soutien de Vive à la fois à la campagne de communication qui a eu lieu dans le métro, que vous avez vu tourner en boucle, mais pas uniquement dans le métro, mais également dans les centres commerciaux de la région, du territoire. Donc il n'y a pas eu uniquement la métropole de Lyon de toucher, mais nos 4 autres départements. On va passer maintenant aux questions-réponses.